Je suis Kiwari Narcisse Pika, agent ARPCE, Agence de régulation des postes et des communications électroniques, et également membre de l'association Yali Congo. Je suis Virgile Rivé Samba Musinga, président du tribunal de commerce de Dolisie et membre de l'association Yali Congo. Les consultations régionales de la jeunesse de l'Union africaine de Dakar ont été organisées par la Commission de l'Union africaine, par l'entremise du département des affaires politiques, qui avait lancé un appel à candidature à l'attention des jeunes des États membres de l'Union africaine et également de la diaspora. Donc, les candidatures concernaient essentiellement les jeunes, mais qui devraient également présenter une certaine expérience dans leur engagement dans la lutte contre la corruption. En complément à ce que M. Musinga vient de dire, cette candidature, plutôt cette sélection, s'est faite aussi sur la base du positionnement des candidats au sein de l'appareil de l'État, au sein de la société également. Et donc il fallait que ce soit des jeunes qui non seulement sont engagés dans la lutte contre la corruption, mais aussi des jeunes qui ont une certaine influence au niveau de leur communauté respective. Les consultations régionales de Dakar ont été organisées autour de la thématique « Maximiser les capacités des jeunes dans la lutte contre la corruption en Afrique ». Effectivement, en plus de cette consultation que nous avons eue cette année, il y a eu des consultations les années précédentes. Notamment l'année passée, la consultation portait sur le thème de la démocratie et la gouvernance. Et donc, c'est des consultations qui ont été effectuées sur les 3 régions de l'Afrique, notamment l'Afrique australe, l'Afrique centrale et de l'Ouest, et l'Afrique de l'Est. À l'issue de la procédure de sélection qui avait été lancée par la Commission de l'Union africaine, il y a eu des délégations qui sont venues de plus de 14 pays, essentiellement situés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et au total, nous étions plus de 150 jeunes venus de ces 2 principales régions pour prendre part à ces consultations régionales. Mais également de se caractériser par l'affaiblissement du pouvoir de l'État. Nous avons eu l'opportunité de plonger, par exemple, sur le cas de certains États tels que le Nigeria, avec l'émergence des mouvements extrémistes de radicalisation tels que Boko Haram. Et tout le monde est d'avis que c'est une faiblesse de la gouvernance alimentée par des circuits de corruption qui ont été à l'origine de ce phénomène qui a longtemps perturbé la paix et la sécurité dans cette région du monde. Lorsqu'on parle de gouvernance, on parle de direction, c'est-à-dire le système de direction au niveau des États et même au niveau de l'entreprise. Lorsqu'on parle de gouvernance d'entreprise, ça fait penser au fonctionnement de l'entreprise. Et la corruption est un élément clé dans l'affaiblissement de la gouvernance, en ce qu'elle dépouille ceux qui sont les garants de l'autorité, ceux qui sont les garants du pouvoir de gouverner, et les dépouille de leur autorité au détriment de ceux qui ont les moyens de soudoyer, les moyens de corrompre ou d'orienter les choses. Donc les discussions se sont beaucoup orientées dans ce sens-là, et nous avons pu aussi voir l'interchangeabilité aussi des rôles entre la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est un peu comme penser à la poule et l'œuf qui vient avant dans certains cas. Lorsqu'on a un circuit, un système où des corrupteurs sont vraiment prospères, ben, la gouvernance est affectée. De la même manière, lorsque nous avons dans un système une gouvernance pas claire, la distribution des rôles n'est pas claire, et c'est un boulevard pour toute forme de travers, notamment la corruption et toute autre forme de travers, si on peut le dire. Ce que nous avons retenu durant les consultations régionales de Dakar du 5 au 7 septembre, c'est qu'en Afrique, le phénomène de la corruption se présente pratiquement de la même manière dans la plupart des États. La particularité congolaise est également la particularité sénégalaise en termes de corruption. Ce qui est à la base, c'est
effectivement le problème de ce système de gouvernance qui avait été établi dans la plupart de ces pays. Il a été relevé, par exemple, que chaque année, la corruption fait perdre à l'Afrique, pas seulement à l'Afrique centrale, mais à l'Afrique en général, plus de 50 milliards de dollars. C'est un rapport qui avait été établi par un comité de haut niveau qui avait été mis sur place et qui est d'ailleurs dirigé par l'ancien président sud-africain, M. Thabo Mbeki. Et la corruption à l'intérieur même des États africains a pour conséquence de faire ralentir la croissance économique, mais également de se caractériser par l'affaiblissement du pouvoir de l'État. Sur l'évaluation des normes et des institutions de lutte contre la corruption au niveau continental, régional et même national, lors des consultations, nous avons eu cet honneur de recevoir des officiels tant du Sénégal, du Libéria et d'autres pays africains. Donc ça a été beaucoup plus un partage d'expériences dans ces pays-là sur les réalités de ces institutions. Nous avons pu épingler certaines faiblesses de certaines institutions dues au modèle ou à la relation fonctionnelle de ces institutions avec soit l'État ou les autres instruments de l'État. Nous avons eu le privilège de découvrir au cours de ces consultations qu'en Afrique, il y a des mécanismes d'évaluation, il y a un cadre juridique institutionnel qui existe dans la lutte contre la corruption. Pour parler encore de l'exemple du Sénégal, depuis l'année 2012, le Sénégal est arrivé à mettre sur pied l'OFNAC, qui est l'Office national de lutte contre la corruption, et a fait également adopter un projet de loi sur la déclaration obligatoire du patrimoine pour tous les agents de l'État qui sont investis à la tête des structures gérant des lignes de crédit de fonctionnement de plus d'1 milliard de francs CFA. Et pour revenir dans la spécificité congolaise, nous avons également relevé qu'au Congo, déjà depuis 2003, nous avons un décret portant création de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Et en 2007, il y a une loi qui a été adoptée portant création de l'office, l'observatoire plutôt d'anticorruption, avant que par la loi numéro 5 2009, du 22 septembre 2009, que le Congo se dote de la loi portant prévention et répression de la corruption, la concussion, la fraude et des infractions assimilées. Le cadre juridique existe dans la plupart des pays africains. Les institutions aussi de lutte contre la corruption existent. Mais en ce qui concerne les mécanismes d'évaluation périodique, il s'est posé un véritable problème. Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption a partagé avec les différents participants à ces consultations le fait patent que depuis un certain moment, depuis l'entrée en vigueur de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, les États membres de l'Union africaine ont du mal à communiquer régulièrement leurs rapports d'évaluation en termes d'exécution de la Convention. Et c'est sur ce point-là que les stratégies nationales pêchent un peu sur l'atteinte des objectifs qui ont été fixés par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et des recommandations ont été formulées dans ce sens de redresser les choses et de permettre aux États d'avoir des politiques communes d'évaluation de leur stratégie nationale de lutte contre la corruption. Oui, bon, il faut d'abord dire que aujourd'hui, lorsqu'on parle de lutte contre la corruption, ce qui vient à l'esprit, c'est répression, c'est vraiment mettre à nu des scandales financiers et consorts. Ce n'est pas que ça, la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption passe aussi par la promotion des bonnes valeurs, passe aussi par la prévention. Et voilà. Et donc c'est à ce niveau-là que la musique intervient. Nous avons eu l'avantage de recevoir pendant la consultation une musicienne, une chanteuse sénégalaise, Black Queen, je crois, c'est Black Queen, qui est venue. C'est une rappeuse, elle est jeune. Et elle s'est dit qu'au-delà du fait de réjouir les jeunes, au-delà de chanter tous les thèmes communs qu'on peut connaître, l'amour, les hommes, et voilà, célébrer autre chose, elle s'est dit qu'elle pouvait contribuer à la lutte contre la corruption en chantant des bonnes valeurs, en chantant des choses qui puissent vraiment
contribué à cette lutte continentale. Et tout cela est parti aussi des réalités qu'elle a vécues elle-même. Elle a par exemple déclaré une chose selon laquelle parfois, elle en tant que femme, il leur fallait user de certaines largesses sexuelles pour avoir accès à certains avantages de production. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui l'a personnellement marqué et c'est un déclencheur pour elle de s'engager dans la lutte contre la corruption et dans la dénonciation des antivaleurs. Comme ajout à ce que Narcisse a déballé, nous pouvons également dire que dans nos différentes sociétés, la culture de lutte contre la corruption existe. Parce que chaque société, quelle qu'elle soit, a quand même des valeurs morales qui la constituent, des valeurs morales qui font que les gens vivent en harmonie dans ces différentes sociétés-là. Donc cette culture existe, mais il faut utiliser des mécanismes, il faut utiliser des outils qui sont à la disposition de notre société, tels qu'on l'a signalé. Il y a la culture. Aujourd'hui, nous avons dans nos sociétés des musiciens, des artistes qui ont des assises, qui sont très populaires, qui peuvent aussi utiliser cette popularité pour essayer de faire passer le message, pour essayer d'éduquer. Et il y a aussi un appel qui devrait être lancé à tous les membres de notre société, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des services publics, que ce soit au niveau de la société civile, pour comprendre qu'en réalité, la lutte contre la corruption, c'est une lutte qui ne peut pas être laissée à la seule appréciation du gouvernement. C'est une lutte qui appelle la contribution de tous les membres de la société congolaise afin de gagner ce pari, afin de gagner le combat et que cette victoire soit durable. Et c'est là où il faut miser sur le rôle très particulier, par exemple, des organisations de la société civile qui peuvent intervenir non seulement pour dénoncer, mais également pour éduquer, prévenir, éviter que des actes de corruption se commettent. Faire la promotion, par exemple, des agents dans le secteur public et privé qui se distinguent par leur intégrité, leur probité morale, leur loyauté, en lançant des initiatives, par exemple, des prix d'excellence pour l'intégrité dans la fonction publique, dans les services fiscalo-douaniers et ainsi de suite. Donc il faut le rappeler que Dakar était la deuxième consultation de la jeunesse par l'Union africaine. Et avant Dakar, il y avait d'abord Gaborone au Botswana, et après Dakar, il y a eu le Maroc. Donc toutes ces trois consultations vont être compilées, disons, toutes les recommandations de ces trois consultations vont être compilées dans un document qui sera soumis aux chefs des États membres de l'Union africaine en janvier, en marge de la passation, en tout cas, des témoins entre l'ancienne présidence et la nouvelle qui entrera en janvier. Je suis vraiment ému. Les mots me manquent d'exprimer toute ma reconnaissance à toute l'équipe de Vérité 242 pour ce privilège qui nous a été accordé de participer à cette séance de restitution de notre participation aux consultations régionales. Nous apprécions, nous saluons cette initiative très louable des Vérités 242 pour l'opportunité qui est donnée aux citoyens congolais de tous bords de partager leur point de vue sur la manière dont ils entendent envisager le développement, l'émergence, l'évolution de notre pays, de notre Afrique et du monde. Vraiment, grand merci à toute l'équipe Vérité 242 et surtout plein succès dans cette initiative. J'aimerais aussi exprimer ma gratitude à Vérité 242, qui est un média que je suis régulièrement sur YouTube et même sur les réseaux sociaux. C'est un concept que j'apprécie particulièrement en ce qu'il reflète réellement son nom, Vérité 242. La vérité, elle peut être bonne à avaler ou pas, mais elle reste vérité. Et donc le fait de régulièrement écouter et suivre le micro-trottoir et écouter des Congolais parler du Congo de l'intérieur, c'est déjà quelque chose de très bien. Parce qu'il faut dire que nous avions, quelques années avant, une carence importante en termes de contenu local. C'était généralement les autres de l'extérieur qui parlaient de nous, ou bien ceux qui parlaient de nous de l'intérieur n'avaient pas nécessairement
des mécanismes pour garder ces contenus de façon pérenne. Et donc, j'apprécie particulièrement Vérité 242 et je tiens ici à dire merci à ces promoteurs et à Vérité 242 de nous avoir offert leur plateforme pour pouvoir amplifier ce message de lutte contre la corruption et de promotion des bonnes valeurs, de la bonne gouvernance. Merci encore à Vérité 242 et longue vie à ce média.